Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque du mois de mai. Un très bon mois de mai puisque j'ai lu 10 livres, ce qui est un record pour moi qui n'est en moyenne que 4-5 livres par mois. Mais voilà, je pense que c'est dû au fait que certains des livres étaient très courts, du coup forcément ils se lisent plus rapidement. Et sinon, je vous montre, voilà mon petit cadeau que mon chéri m'a offert pendant les vacances où j'étais à Royan pendant une semaine. Et je les adore, c'est les t-shirts avec les Disney détournés. Donc vous avez dû les voir déjà pour ce qui concerne les coques de téléphone. Donc là c'est Ariel, la petite sirène tatouée. Voilà. Donc je pense que vous en fichez, hein, mais je vous montre quand même parce que moi j'adore. Voilà. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, je vous présente tout ça en images. On commence cette vidéo par Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson aux éditions 10-18. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le premier que je lis de cet auteur et ce ne sera pas le dernier, je m'en suis commandé d'autres donc qui figureront dans mes bilans livresques des prochains mois. C'est un court récit, hein. Il n'a pas beaucoup de pages, il y en a 160 à peu près. Et ça raconte tout simplement l'histoire d'amour entre deux hommes. Je ne peux pas vous en raconter plus parce que le livre est court. Si je vous en dis plus, je vous raconte l'histoire et ça n'a aucun intérêt. Et en fait, j'ai lu le livre et je me disais, bon, le livre est bien, surtout la plume, j'ai adoré la plume de l'auteur, elle est vraiment très belle. Et je me suis dit, bon, le livre est pas mal, mais bon, c'est une histoire d'amour banale entre deux hommes. Ouais, c'est sympa à lire, mais sans plus. Et je me suis endormie, et le lendemain, je me suis levée, et j'avais cette histoire qui me trottait toujours dans la tête. Et je me suis aperçue, en prenant du recul, en réfléchissant sur ce récit, que la plume de Philippe Besson, en fait, était une plume très concise. Et il exprimait en fait beaucoup d'émotions à travers une histoire simple d'amour entre deux hommes. Et vraiment, pour moi, c'est un exploit quelque part de pouvoir faire ça, écrire une histoire simple en y exprimant beaucoup d'émotions. Et puis surtout, il y a une critique sociale, je trouve, dans ce bouquin. C'est comment la crainte du regard de l'autre peut détruire la vie d'un homme qui finalement n'assumera pas son homosexualité. Voilà, parce que le thème du livre c'est un peu ça, l'histoire tourne un peu autour de ça. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce livre, c'est un court récit comme je vous l'ai dit, et surtout c'est un livre je pense qui se lit déjà pour la plume. Bon, l'histoire elle est banale comme je vous l'ai dit, donc voilà, mais il faut le lire ce livre surtout par rapport aux émotions qui s'en dégagent. C'est vraiment très fort. Je ne compte pas m'arrêter à ce seul livre puisque dans la foulée on m'avait conseillé Vivre vite du même auteur qui relate l'histoire de James Dean, donc qui relate son histoire mais avec un contexte romancé bien évidemment. Et du coup je l'ai acheté, je l'ai commandé chez mon libraire et je l'ai reçu, donc il est dans ma pile à lire. Il sera en fait dans ma pile à lire du mois de juin. Voilà, donc je vous en parle le mois prochain. Et puis je ne compte pas m'arrêter là parce que vraiment la plume j'aime beaucoup. Et puis cette plume concise, franchement, j'adore. Donc je pense que je finirai par lire toute son œuvre. Voilà. On continue avec une longue impatience de Gaël Josse aux éditions Notabilia. Alors c'est une maison d'édition que je connais pas, c'est le premier livre de chez eux que j'achète. Ouais c'est ça, c'est Notabilia, pardon. C'est un court récit également, voilà, 189 pages. Donc d'où mon record de ce mois-ci, 10 livres lus, c'est normal avec des romans à 180-190 pages. C'est un superbe livre que je ne regrette absolument pas d'avoir lu. Et qui sortait un peu de ma zone de confort, donc je vous explique un peu la petite histoire autour de ce livre. C'est qu'il y a un auteur que j'adore, qui s'appelle Mathieu Ménégo, et que j'avais rencontré lors du Salon du Livre en mars 2018, donc le Salon du Livre de cette année. Et en discutant avec lui quand il m'a dédicacé les livres,
Il s'est avéré que nous allions nous fournir dans chez le même libraire. Donc c'est la librairie Tome 7 dans le 7e arrondissement de Paris que je vous conseille. Je vous conseille vraiment d'y aller parce que ils sont très sympathiques. Il y a des petits post-it sur les livres, comme dans toute librairie indépendante. Et surtout, ils sont de très bons conseils. Et un mois plus tard, après ce salon, je l'ai croisé justement dans cette librairie pendant ma pause déjeuner. Et il en a profité pour me conseiller 3 livres qu'il trouvait exceptionnels. Et celui-ci en fait partie. Donc, entre parenthèses, les 2 autres livres qu'il m'a conseillés seront dans mes prochaines piles à lire. D'ailleurs, le deuxième qu'il m'a conseillé dans ma pile à lire du mois de juin. Donc, je vous en parlerai le mois prochain. Et bien évidemment, ces 3 livres sortent de ma zone de confort puisque c'est pas des lectures que je lis habituellement. Enfin, j'adore les livres avec beaucoup de profondeur. Mais c'est vrai que ce type de livre, c'est pas le type de livre vers lequel je me tournerai spontanément. Voilà. Mais je suis très heureuse que quelqu'un qui n'a pas les mêmes habitudes livresques que moi puisse me conseiller un livre qui sort de ma zone de confort et que je puisse apprécier. Donc merci beaucoup à Mathieu Ménégo. Mathieu Ménégo dont je vais vous parler juste après celui-ci vu que j'ai lu son 3e livre. Bon, bref, je m'arrête là pour la parenthèse. Ce livre nous raconte l'histoire d'un fils de 16 ans qui un jour ne rentre pas à la maison. Et donc toute l'histoire tourne autour de la souffrance de la maman, donc qui va rester dans l'attente du retour de son fils. Et donc toute l'histoire, si vous voulez, elle revit son passé et peu à peu on va découvrir ce qui a pu amener à ce départ du fils. C'est vraiment un livre émouvant, poignant, avec une superbe fin. La fin est vraiment très réussie, je trouve. C'est très important parce que je trouve que dans un livre, la fin est la plus délicate à écrire. Et là, vraiment, on n'est pas déçu. L'autrice, elle a vraiment un vrai talent d'écriture, tout en simplicité et justesse. On est vraiment bouleversé par ce portrait de maman qui nous est brossé. Et surtout, j'ai failli chialer à un moment donné, ouais, je vous l'avouerai. Ça m'arrive très peu de fois, mais là, j'ai bien failli verser ma petite larme, tout en sachant que je n'ai pas d'enfant et que du coup, j'imagine l'émotion que doivent ressentir les parents qui livrent ce bouquin. Et bref, je n'ai pas pleuré, j'ai ravalé mes larmes parce qu'on était dans le train un jour de grève, il y avait du monde, on était serrés comme des sardines et j'avais pas trop envie de m'afficher, donc voilà. Donc pour en revenir au livre, c'est un superbe livre que je vous conseille de lire. En plus, il est court et se lit très vite. La plume est vraiment jolie et la fin est à la hauteur de nos attentes. Voilà pour ce bouquin. Et voici donc le 3e roman de Mathieu Ménégo, Est-ce ainsi que les hommes jugent, aux éditions Grasset. C'est du grand Mathieu Ménégo comme d'habitude. C'est un auteur en général qui écrit sur les femmes, en tout cas dans ses 2 précédents opus, il avait écrit sur des femmes. Dans celui-ci, le personnage principal est un homme. Donc on va suivre Gustavo, qui un matin, va voir débarquer chez lui les flics et qui va pas comprendre ce qui lui arrive. Et d'ailleurs, nous on va découvrir que il est accusé d'homicide volontaire et de tentative d'enlèvement, rien que ça. Sauf que Gustavo, il a rien fait, il est accusé à tort. Il est marié, il a 2 enfants et sa femme va alors tout faire pour trouver les preuves qui vont le disculper. Sauf que c'est une tâche qui n'est pas facile dans un monde dorénavant régi par les réseaux sociaux. Alors comme à chaque fois, la lecture est très tendue. Ça c'est le style de Mathieu Ménégo, c'est que la lecture est vraiment tendue. C'est son style, il n'y a pas de temps mort. Tout simplement parce que il écrit des romans assez courts. Là c'est pareil, il fait 225 pages à peu près, donc ça se lit vite.
Donc forcément avec les récits courts, l'avantage c'est que l'auteur ne se fait pas chier avec les longueurs, hein, il les expulse complètement du récit. Donc c'est des récits haletants chez Mathieu Ménégo, hein. On lit le livre d'une traite en 3 heures, 2-3 heures, et franchement ça vaut le coup parce qu'il dénonce plein de choses. J'ai l'impression avec Mathieu Ménégo que dans chacun de ses livres, il traite d'un sujet qui lui tient vraiment à cœur. Et ici, on dirait que c'est l'injustice. Et je pense aussi qu'il y a une petite dénonciation sociale en ce qui concerne les réseaux sociaux. Et cet effet de masse qui fait que on va juger très très vite les gens sans essayer de creuser par nous-mêmes pour découvrir la vérité. Je m'explique pour être un peu plus clair, vous allez sur Facebook, et moi j'ai un compte Facebook, hein, j'ai même un compte Instagram, mais bon, compte Instagram c'est pour ma passion et c'est complètement différent puisque c'est un réseau social axé principalement sur les photos. Facebook c'est un réseau social axé sur tout, on y met ce qu'on veut, sauf que ce qui me dérange et ce que je trouve vraiment inquiétant et alarmant, c'est que lorsque une info est diffusée, un article d'un journaliste complètement erroné, enfin qui paraît vraiment être un fake, et c'est relayé de suite sur les réseaux sociaux et les gens vont partager et ils vont avoir un jugement immédiat sur l'article et sur ce dont il traite sans essayer de creuser derrière à savoir si l'information est bonne, véritable ou pas. Et vraiment, donc je pense que c'est vraiment inquiétant et il faut vraiment que les gens apprennent à prendre du recul par rapport à l'information. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça ce que dénonce Mathieu Ménégo. Alors peut-être que c'est moi qui interprète aussi à ma manière, mais voilà, c'est vraiment l'effet de masse qui est vraiment dérangeant et inquiétant. Et les gens prennent vite parti et c'est difficile de se relever, ça peut vite briser la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple de l'émission de télé-réalité Koh Lanta et de ce médecin il y a quelques années qui s'était suicidé parce qu'il y avait eu un mort sur Koh Lanta, un jeune homme qui était mort d'une crise cardiaque. Et le médecin a été accusé de négligence et il s'en est pas relevé. Ça avait été vraiment relayé beaucoup dans les informations dans la presse et il s'en est pas relevé et quelques jours après il s'est suicidé. Donc c'est vraiment des situations qui sont dramatiques et ce livre traite un peu de ça. C'est vraiment très intéressant, c'est un livre qui fait réfléchir, c'est bien écrit, c'est du grand Mathieu Ménégo comme à chaque fois, même si je garde une préférence pour son premier opus qui était Je me suis tue et vraiment c'est un livre qui m'a marqué et bon, le premier est toujours spécial comme on dit, voilà. Je vous parle maintenant d'un thriller, La saison des feux de Céleste Ng aux éditions Sonatine. Les éditions Sonatine qui est ma maison d'édition préférée. J'adore leurs livres papier. Bon, les couvertures sont pas exceptionnelles, mais je ne sais pas. Je pense que ça vient du fait que, en général, ils sortent de bons livres. Je suis rarement déçue par les livres qu'ils sortent. Après, je les lis pas tous non plus, j'ai pas le temps et il y en aurait des milliers à lire. Et donc voilà, mais c'est vraiment une maison d'édition que j'affectionne. Donc quand j'ai un de mes auteurs qui sort un livre chez eux, je l'achète en cette version plutôt que privilégier les versions poche pour le coup. Donc La saison des feux de Céleste Ng, c'est son deuxième roman, je l'ai acheté parce que j'avais beaucoup aimé le premier. C'est du thriller, ça se lit comme tel. Alors nous sommes dans une banlieue riche de Cleveland aux États-Unis où rien ne dépasse, tout est carré, rien ne déborde, il y a des règles à respecter. Donc la banlieue, le quartier riche, hein, où on se sent bien, où la vie est agréable, où la délinquance est inexistante. Et nous allons suivre deux personnages principaux. Donc vous avez d'un côté Helena Richardson qui est une femme au foyer modèle. Et de l'autre côté vous avez Mia Warren qui elle est une mère célibataire bohème et qui n'est pas fortunée, c'est une artiste et elle va venir s'installer dans ce quartier résidentiel avec sa fille.
et elles vont être les locataires des Richardson. Et si au départ, malgré leurs différences, les deux femmes s'entendent bien, peu à peu il va y avoir quelques petites frictions qui vont finalement mettre du désordre dans l'entente qu'il y a entre les différents voisins. Donc le livre il se lit comme un thriller, pourquoi? Parce qu'en fait le prologue nous traite de l'incendie de la maison des Richardson. Voilà, on commence là-dessus, la maison des Richardson prend feu. Et du coup, vous commencez le livre et vous voulez évidemment savoir qui a provoqué l'incendie. C'est un livre addictif, hein. Une fois qu'on commence ce bouquin, on est complètement dedans jusqu'à la fin. C'est un petit pavé pour le coup, contrairement aux 3 autres livres précédents que je vous ai présentés. La petite particularité de ce livre, c'est que l'autrice dénonce toujours la société américaine. Voilà, il y a toujours un petit contexte de critique sociale. Et les personnages de ce roman n'y échappent pas. Donc elle brosse un portrait. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que ce sont des femmes dans ce livre qui sont mises à l'honneur, hein. Les personnages principaux et les personnages en général ici ne sont que des femmes exclusivement. Bon, vous avez quelques hommes, mais c'est vraiment des personnages secondaires ou inexistants. Donc là, c'est vraiment la femme dans ce livre qui est mise à l'honneur. Donc c'est plutôt une bonne chose. Enfin, moi, ça ne me dérange absolument pas et j'aime bien ça, être mise à l'honneur. Et surtout, en fait, la particularité de l'autrice, c'est qu'elle aime bien dénoncer certaines choses, faire une critique sociale, donc c'est vraiment intéressant ce qu'elle écrit, ça fait réfléchir. Elle aime bien tout ce qui tourne de l'intégration et du racisme, même si le racisme dans ce livre elle l'aborde mais superficiellement, c'est pas non plus un sujet qui est approfondi, mais bon, elle écrit quand même quelques petites phrases par-ci par-là qui nous fait réfléchir sur le racisme et l'intégration. Parce qu'il faut savoir que l'autrice est asiatique et que ses parents ne sont pas américains de base, de souche. Et du coup, je pense que c'est tout ce qui touche à l'intégration et le racisme, c'est un domaine qu'elle connaît bien pour l'avoir vécu. Et sinon, elle parle aussi beaucoup des relations familiales, c'est un thème qu'elle aime bien, de l'hypocrisie. Et surtout, quand on va lire ce livre, on va se poser une question, on va réfléchir sur la question suivante plutôt. Que se cache-t-il derrière l'image lisse que nous présentons aux gens? Voilà, souvent vous avez des personnes en face de vous, vous pensez qu'elles ont une vie idéale et au fur et à mesure que vous les côtoyez, en grattant le vernis, vous vous apercevez sous la couche de ce vernis que finalement les choses ne sont pas si roses que ça. Sinon, j'ai pas grand chose à en dire d'autre, hein. C'est un thriller qui se lit très facilement, hein. On est tout de suite dedans et vous allez le lire vraiment d'une traite. C'est un petit livre addictif que je vous conseille. J'ai préféré ce bouquin-là à son précédent. Son précédent était bien aussi, c'est pour ça que j'ai lu le deuxième. Mais il était, si mes souvenirs sont bons, je me souviens plus trop de l'histoire, mais le récit était un peu plus lent. Voilà, alors que là vraiment c'est un page-turner. Je vous présente un polar maintenant, Sauf de Hervé Commère aux éditions Fleuve Noir. Alors déjà, il faut savoir, j'ai acheté ce livre non pas parce que j'en avais entendu énormément parler sur les réseaux sociaux, mais si en fait, un petit peu. Bon bref, j'ai une Instagrammeuse qui a commencé à partager un avis sur ce livre et je suis tombée d'amour pour la couverture. C'est rare que j'achète un livre pour sa couverture, mais là, je pense que je l'ai acheté même sans avoir lu son avis. Voilà, il m'a juste suffi de savoir que c'était un polar pour que je me précipite à la librairie l'acheter. Je trouve vraiment la couverture superbe. Et je suis contente que ma lecture m'ait plu parce que du coup je vais garder le livre et l'inclure dans ma bibliothèque derrière moi.
Voilà, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je ne garde pas les livres qui ne m'ont pas plu ou qui m'ont plu moyennement. Je ne garde bien évidemment que les livres qui m'ont plu, que j'ai adoré et les coups de cœur. Sinon, il faudrait savoir que si je gardais tous mes livres, j'aurais désormais des bibliothèques dans toutes les pièces de ma maison. C'est juste pas possible. Garder un livre qui m'a pas plu, je trouve que ça sert à rien, puisque c'est des livres que je ne relirai plus, ni ne conseillerais. Donc bref, c'en est fini de la petite parenthèse. Pour en revenir à ce livre, j'ai bien aimé ma lecture. Il raconte l'histoire de Mathieu, qui à l'âge de 6 ans a perdu ses parents dans l'incendie de leur manoir en Bretagne. Tout a brûlé, il ne reste plus rien du manoir. Maintenant, le livre commence sur Mathieu à l'âge de 48 ans. Il possède un dépôt de vente et il a tout pour être heureux. Sauf qu'un jour, ses employés vont recueillir un album photo. C'est une femme qui leur a apporté. Et cet album photo est entièrement constitué de photos de Mathieu quand il était enfant. Sauf que cet album, il ne devrait plus exister puisqu'il a dû partir dans les flammes de leur manoir. Et sauf que cet album est là. Donc quelques interrogations se posent. Et à partir de là, Mathieu, il va partir à la quête de la vérité. Donc si vous voulez savoir la suite, faut lire ce livre. Et voilà, j'ai trouvé que l'écriture était plutôt pas mal, était fluide. Le récit est plutôt haletant. Il y a tout, il y a de l'action, il y a des moments de répit, il y a quelques retournements de situation, un en particulier qui m'a un petit peu bluffé, auquel je ne m'attendais pas. Voilà, la construction est nickel. Je trouvais que c'était une construction vraiment carrée et structurée. Le dénouement, je ne m'y attendais absolument pas, donc ça c'est l'élément principal pour que j'aime un livre, que la fin je m'y attende pas. Après, j'ai pas trouvé que ce soit tiré par les cheveux ou non, je trouve que toute l'intrigue est bien passée. Voilà, un bon petit polar pour ceux qui aiment ça, qui aiment le récit haletant, avec un dénouement auquel on ne s'attend pas. C'est du polar français, c'est un auteur français et je trouve ça important quand même de le souligner, d'autant plus que l'élément qui est également important à mon avis, c'est le fait que l'intrigue se passe en France. Tous les auteurs, et je trouve ça dommage, tous les auteurs français ne font pas en sorte que leur intrigue se déroule en France. En général, c'est aux États-Unis. Bon, je trouve ça dommage quand on est auteur français de baser l'intrigue dans un pays étranger alors qu'il pourrait se passer en France. Alors, je vais vous parler maintenant de 2 thrillers psychologiques que j'ai lus. L'un sur liseuse et l'autre sur papier. Je les regroupe un peu parce que c'est le même auteur. C'est Claire Favant qui a écrit ces 2 bouquins. Et mes remarques par rapport à ces 2 livres sont un peu les mêmes, ils se rejoignent. Donc du coup, je vais vous les présenter un peu ensemble, en tout cas pour les remarques. Donc le premier, c'est Le Tueur intime, que j'ai lu sur liseuse. Et c'est un livre en 2 parties. Le 2e volume s'appelle Le Tueur de l'ombre, que je ne lirai pas. Mais je vais vous parler quand même du 1er tome parce que beaucoup de gens l'ont aimé. Et forcément, il y a aussi une histoire de goût là-dedans. On aime ou on n'aime pas. Et je sais très bien que ceux qui vont regarder ma vidéo peuvent très bien aimer un livre que je n'ai pas lu, que je n'ai pas aimé et vice-versa. C'est comme ça, il y a aussi une histoire de goût là-dedans. Donc le tueur intime, c'est Will qui a 15 ans et qui subit des sévices sexuels par son père. Il est malmené à l'école parce que c'est un garçon à l'aspect frêle et fragile et il est solitaire. C'est un serial killer en devenir. Il va devenir obsédé par Samantha. Samantha, c'est une camarade d'école qui est dans sa classe et qui prendra systématiquement sa défense lorsque Will sera malmené par ses petits camarades.
Du coup, ben, il va devenir obsédé par elle. Et l'histoire commence ainsi. Donc c'est passionnant au niveau de l'analyse du serial killer. Parce qu'en fait, si vous voulez, on est dans la peau de Will tout le long du livre. Ou en tout cas, non. Je vous dis une connerie. On est dans la peau de Will la moitié, les trois quarts du livre. Voilà, donc on sait dès le départ qui est l'assassin, vu qu'on est dans la peau d'un serial killer. Donc on va suivre son histoire, mais dès l'adolescence. Et j'ai trouvé ça passionnant finalement de suivre la construction de ce serial killer et de ce qu'il va devenir. Ça c'est vraiment intéressant. Ensuite pour le reste, moi je ne lirai pas le deuxième tome parce que c'est Claire Favant construit ces histoires de telle manière à ce qu'on sache finalement qui est le meurtrier très tôt, soit en début de livre, soit en milieu de livre. Voilà, mais je trouve que du coup il n'y a plus aucune surprise pour la suite du bouquin. Là, comme on est dans la peau de Will, forcément on sait qu'il est le meurtrier et ça dès les premières pages. Du coup, pour la suite de la lecture, on n'a aucune surprise, il n'y a même pas de retournement de situation. Donc le livre est plutôt prenant, mais bon. De l'autre côté, j'ai eu l'impression de m'essouffler un peu à un moment donné en me disant ouais mais c'est quoi le devenir de l'histoire finalement? Parce que c'est quoi le livre? C'est de la torture, des viols, de la violence vraiment malsaine. Et finalement tout ça est gratuit. Parce qu'on est dans la peau de Will dès le départ et finalement c'est une succession de meurtres, tous plus violents les uns que les autres. Et je trouve ça dommage. J'aurais préféré une autre construction. Donc ces livres sont pas mauvais, c'est quelqu'un qui écrit pas mal. Sa plume elle est plutôt pas mal et on voit bien que l'auteur a un certain talent d'écriture et de construction, mais c'est pas une construction de livre qui me convient. Du coup, je lirai pas le deuxième tome. Si c'est pour lire encore que de la violence, des viols, de la torture, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Et surtout, la fin, elle m'a déplu. Il y a une scène que j'ai trouvée vraiment purement gratuite. Enfin, ouais, c'est pas une autrice qui est faite pour moi. Voilà. Et donc les reproches que j'ai pu faire pour le tueur intime sont un peu les mêmes pour ce livre-ci. Donc Serre moins fort, édité par La Bête Noire, qui a l'air d'être une filiale des éditions Robert Laffont. Bon, bref. Donc cette histoire se déroule en deux parties, si je puis dire. Dans la première partie, on va suivre Nick, qui est un adolescent qui va se retrouver à vivre dans un foyer brisé par la disparition de sa sœur. Ses parents vont devenir complètement obsédés par la traque de l'origamiste. L'origamiste, c'est le nom qui a été donné à un tueur en série, donc qui tue des femmes et qui les viole pas, qui les torture pas, qui les tue tout simplement. Et du coup, les parents, ils sont partis à la traque de ce tueur parce qu'il y aurait une possibilité que ce tueur ait tué leur fille. Sauf qu'on ne sait pas parce que le tueur de leur fille n'a pas été retrouvé. Donc l'hypothèse, c'est que soit elle est partie, elle a quitté le foyer avec un garçon ou je sais pas où, on sait pas. Ou soit effectivement, elle a été la victime d'un tueur en série. Donc on en est là, donc ils partent à la traque, ce sont des gens qui sont complètement brisés, qui ont passé les 2 premières années de la disparition à se morfondre. Et au milieu de tout ça, Nick, il a fallu quand même, parce que c'est un adolescent, et il a fallu quand même qu'il continue sa vie, il a des études à poursuivre, il voudrait réussir sa vie, et donc qu'il réussit à survivre malgré tout ça et à prendre le foyer en main. Donc c'est lui qu'on suit dans une première partie. Et dans la seconde partie du livre, on va suivre un inspecteur, donc l'inspecteur Adam Gibson.
Donc il est chargé d'enquêter sur la disparition de femmes et surtout il est chargé d'enquêter en fait sur les corps de femmes qu'ils ont retrouvés dans une grotte. Donc lui, son job finalement, ça va être d'essayer de rendre une identité à chacune des femmes dont ils ont retrouvé le corps, et ce qui pourrait permettre de remonter jusqu'au tueur. Donc comme pour le tueur intime, un peu les mêmes reproches, là on connaît l'identité du tueur, même pas la moitié du livre. Voilà, qui a eu pour conséquence de faire que ma lecture m'a moins intéressée. Même si malgré tout, il est quand même resté prenant parce que vous avez envie de découvrir la fin quand même. Mais voilà, moi c'est quelque chose vraiment de la construction de ces livres qui me dérange, à savoir connaître l'identité du tueur rapidement. Par contre, c'est important de le souligner, il y a un gros retournement de situation dans la moitié du livre. Et franchement, c'était pas mal du tout, on s'y attend pas. Enfin, moi personnellement, je n'y suis pas attendue. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Le petit bémol, c'est que j'aurais voulu d'autres retournements de situation comme celle que j'ai lue à moitié du bouquin, sauf que j'ai pas trouvé qu'il y en ait eu d'autres, ou alors j'ai deviné tout ce qui suivait. Voilà, donc ça... Et puis autre chose, la violence, elle est vraiment à son paroxysme, hein, donc toujours de la torture, des viols, et bon, certaines scènes ne sont pas crédibles, et certaines scènes malsaines m'ont gênée, parce que je les ai trouvées complètement gratuites. Donc voilà, en conclusion, ce sera le dernier livre que j'aurai lu de cette autrice, je n'en lirai pas d'autres d'elle. Du bon roman jeunesse, Le labyrinthe de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai vu les 3 films avant de commencer à lire les livres. Voilà, en sachant que bien évidemment, il existait déjà en livre avant d'être adapté au cinéma. Bon, j'ai fait l'inverse, j'ai commencé par voir les films que j'ai adoré, en tout cas pour ce qui concerne les 2 premiers. Le 3e moins, j'ai même été déçue, enfin il m'a pas forcément plu, alors que les 2 premiers j'ai vraiment adoré, surtout le premier. Je suis très difficile en film, il n'y a pas beaucoup de films que j'aime, et celui-ci vraiment j'ai été à fond dedans dès le départ, c'était rythmé, dynamique, et puis l'intrigue vraiment était vraiment très originale et j'adore. Et du coup, je me suis dit, à mon avis, il y a plus de chances pour que les livres soient bien meilleurs. Et j'ai regardé la vidéo d'une booktubeuse qui s'appelle Le Souffle des mots. Donc c'est une petite jeune, toute mignonne, qui lit surtout, je crois qu'elle lit principalement que du young adulte et du jeunesse. Elle lit aussi un peu de contemporain, de roman adulte, mais les livres qu'elle présente dans ses vidéos, c'est surtout du young adulte et du jeunesse. Et elle a fait une vidéo juste pour ses livres. Et vraiment, elle disait que les livres, elle a lu tous les livres et qu'ils étaient bien meilleurs que le film, même si elle avait adoré les films. Et je pense que je vais être de cet avis-là. J'ai lu pour le moment que le premier tome, je vais lire les autres. D'ailleurs, j'ai le 2e tome que j'ai acheté qui est dans ma pile à lire et qui, je pense, sera lu le mois prochain. Je vais voir. Pas au mois de juin, au mois de juillet. Donc dans ce premier tome, on va suivre Thomas qui reprend connaissance dans le bloc. Donc c'est quoi le bloc exactement ? Je vais vous le décrire comme ça, c'est un immense jardin encerclé par des très très hauts murs. En fait, il est emprisonné dans ce qu'ils appellent un bloc. Il est entouré de garçons à peu près son âge, hein, ce sont tous des adolescents. Et ils ont tous une particularité, c'est qu'ils ne se souviennent que de leur prénom. Donc Thomas se souvient évidemment qu'il s'appelle Thomas, mais c'est le seul fait dont ils se souviennent. Il se souvient à rien du tout du reste. Il faut savoir que certains garçons sont emprisonnés dans ce bloc depuis 3 années. Et eux, pareil, ne se souviennent de rien de leur vie passée, ils se souviennent juste de leur prénom. Donc ce qui se passe, c'est dans ce bloc, c'est que ils se nourrissent eux-mêmes, ils sont ravitaillés, et chaque soir, donc vous le voyez sur la couverture,
Voilà, ils sont emprisonnés là. Et là, vous avez ce qu'on appelle un labyrinthe. Donc, les portes de ce labyrinthe sont ouvertes la journée. Donc, vous pouvez rentrer dans ce labyrinthe la journée, vous risquez rien. Mais le soir, à la même heure, les portes se referment. Et chaque nuit, les murs à l'intérieur bougent parce que les garçons entendent le bruit. Et ce qui fait que le labyrinthe change de forme, de construction. Et ce qui fait qu'en fait, les garçons ne peuvent pas s'échapper. C'est créé pour qu'ils ne s'échappent pas du bloc. D'où le fait que certains soient enfermés depuis 3 ans. Donc tous les jours, vous avez un groupe qui part à l'intérieur de ce labyrinthe lorsque les portes sont ouvertes pour essayer de trouver la façon de pouvoir s'échapper. Sauf que les murs bougeant chaque nuit, ils sont incapables de trouver une solution pour sortir de là. Ce labyrinthe est peuplé de robots qui ne vous veulent clairement pas du bien, hein. C'est sans compter la bravoure de Thomas qui va vouloir également, comme tous les autres, s'échapper du labyrinthe et qui va essayer de, grâce à son intelligence et sa bravoure, va essayer de trouver la solution pour sortir de là. Voilà pour ce qui est de l'intrigue. Donc je vous laisse de découvrir la suite bien évidemment. Donc tout ce que je vous ai raconté bien évidemment, hein, ce sont les premières pages et ce que vous pourrez lire au dos du livre. Voilà, c'est aussi dynamique et rythmé que les films. Il n'y a pas de temps mort. Vous allez vous demander, oui mais si j'ai vu les films avant, à mon avis, connaissant déjà ce qui s'y passe, le livre sera moins prenant. Non, c'est pas du tout le cas. J'ai trouvé l'écriture fluide et surtout j'ai trouvé que l'intrigue était plus claire et plus limpide que dans les films. Je trouve que le livre, en tout cas pour le tome 1, a été bien meilleur que le film. Et pourtant, Dieu seul sait que j'ai adoré le premier volet de l'adaptation cinématographique. Voilà, mais voilà, le livre est plus détaillé, notamment ce qui concerne le ravitaillement de la nourriture. Bon, vous allez vous dire, oui mais là, c'est pas important. Si en fait, parce que c'est quand même des garçons dont certains sont là depuis quelques années. Et moi je trouve ça important de savoir comment ils se ravitaillent en nourriture, sachant qu'on ne le sait pas dans le film. Ou en tout cas, je devais rêvasser à ce moment-là, mais il me semble pas que dans le film, on nous explique comment ils se ravitaillent en nourriture. Ce qui n'est pas le cas dans le livre. Apparemment, pour les futurs tomes qui sont sortis, hein, c'est juste que je les ai pas encore lus, ils seraient différents par rapport au film, hein. Le film se serait écarté de l'intrigue des livres. J'ai hâte de découvrir ça parce que le 3e film ne m'a pas franchement plu. Donc j'espère que le livre sera bien meilleur. Et aussi autre chose, par exemple le personnage de Teresa, dans le film je l'ai trouvé insupportable, en tout cas le premier film, mais tous les films, dans les 3 films elle est insupportable, et alors que dans le livre ça passe. Toujours dans le roman jeunesse, young adulte. Donc là c'est le 3e volet de la saga La Sélection, donc le 3e tome qui s'appelle L'élu, qui est écrit par Kiera Cass et qui a été publié par les éditions Robert Laffont. Voilà, c'est une saga que j'ai bien aimée, malgré que ce soit du jeunesse et que je ne suis pas une fanat de jeunesse. Enfin, disons que j'en lis, mais il y en a très peu que j'aime, parce qu'il me manque toujours dans ces bouquins-là de la profondeur. J'adore les livres avec beaucoup de profondeur et je trouve que dans beaucoup de livres jeunesse, bien évidemment, il en manque. Voilà, je comprends tout à fait les gens qui aiment ça, les adultes qui aiment ça, j'ai pas de souci là-dessus. C'est juste que, voilà, c'est pas forcément mon style. Mais c'est vrai que cette saga m'a bien plu. Alors, j'ai parlé du premier tome dans ma toute première vidéo d'il y a 8-9 mois, je crois déjà. Le temps passe vite. Je vous mets le lien en barre d'infos, si vous voulez la regarder, parce que je crois que je m'étais un peu étendue sur l'histoire et je vais pas vous la raconter de nouveau. En tout cas, je vais vous la raconter, mais je vais être très très brève.
Ça raconte l'histoire déjà des États-Unis qui n'existent plus. Le pays a été complètement détruit dans une quatrième guerre mondiale. Et est née de ses cendres Iléa, qui est une monarchie de caste. On va suivre America, qui fait partie de la caste 5 de mémoire, je crois. Parce que vous avez 8 castes, de la 1 à la 8, sachant que la 1 évidemment ce sont les bourgeois et que la 8 ce sont les SDF. Donc plus vous vous rapprochez de la caste 1, plus vous êtes bien évidemment aisé et vice versa. Donc America c'est la caste 5, donc soit la caste des artistes, des bohèmes, donc des gens qui arrivent à joindre les deux bouts mais avec un petit peu de mal suivant les mois. America, elle est amoureuse d'un jeune homme, mais voilà, un jour le royaume, avec donc un roi et une reine, vont lancer un concours pour marier leur fils qui est prince. Ils vont lui chercher une demoiselle, donc avec qui se marier et faire des enfants bien évidemment. Et ils vont lancer un concours pour que les jeunes femmes âgées dans une certaine tranche d'âge, donc je crois que c'était à partir de 16 ans jusqu'à 20 ans, je ne sais plus, puissent participer. Donc America va envoyer sa candidature. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être amoureuse déjà d'un jeune homme, mais elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir changer de caste et faire en sorte que sa famille ne soit plus dans le besoin. Parce qu'en participant et en étant sélectionné, il faut savoir que vous sautez de caste et vous passez directement à la caste 2 de mémoire. Plus tout l'argent, les bijoux que vous recevez en cadeau et qui font que votre famille se retrouve à l'abri du besoin pendant un certain temps. Donc elle va participer au concours, elle va être sélectionnée parmi 35 autres candidates et évidemment arrivée au royaume, c'est à partir de là que l'histoire commence véritablement, puisqu'on va se retrouver dans une sorte de télé-réalité à la Bachelor. Voilà, le prince va devoir en éliminer certaines au fur et à mesure de l'avancement du jeu pour au final n'en garder plus qu'une. Donc voilà pour l'histoire. J'ai bien aimé, en fait ce qui m'a plu vraiment dans cette saga c'est le côté Bachelor, je le disais déjà dans ma première vidéo, parce que c'était une émission de télé-réalité que je regardais quand j'étais plus jeune et que j'ai adoré. Moi d'une manière générale j'aime bien la télé-réalité, ça me change l'esprit, voilà c'est quelque chose qui me plaît, donc je les ai lus pour ça. L'histoire est gentillette. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais malgré tout, j'ai bien aimé ce 3e tome qui est mon préféré de la saga parce qu'il est plus rythmé, plus dynamique. J'ai trouvé également qu'il était moins gentillet dans l'intrigue. L'intrigue, ce que j'appelle gentillet, c'est le fait que tout soit un peu lisse, il n'y a pas vraiment de rebondissement. C'est vraiment un roman jeunesse où tout y est prévisible, vous savez comment le livre va se finir. Voilà. Et je trouvais, d'ailleurs c'était un reproche que je lui faisais, je trouvais que la rivalité entre les candidates, elle n'était pas assez poussée. Ça restait quand même une rivalité un peu gentillette, voilà. Et c'est ça que je reprochais à la saga, mais malgré tout, je l'ai quand même aimé. Vous l'aimerez aussi si vous partez du principe que c'est un roman jeunesse, que forcément il y manquera un peu de profondeur, que tout y est prévisible. Mais voilà, c'est une histoire d'amour, ça fait du bien de lire ça de temps en temps. C'est une trilogie, en sachant qu'il existe 5 livres. Alors je m'explique, vous pouvez vous arrêter au tome 3 qui parle de America. Donc on suit America pendant les 3 bouquins et vous pouvez vous en arrêter là parce que le 3e tome a une véritable fin. Mais si vous voulez, il en existe 5 en tout. Donc vous pouvez continuer la saga en achetant les 2 derniers livres qui traite d'une autre personne, mais cette personne est liée à America. Voilà, donc à vous de décider si vous voulez continuer ou pas.
Moi j'ai acheté le 4e volume, voilà. Comme les 3 premiers m'ont suffisamment plu pour que je veuille les continuer, je les continue. Donc je vais découvrir tout ça. Le 4e fera partie de mes prochaines lectures, alors pas tout de suite, dans quelques mois je pense. Et sinon ce qui m'a plu aussi dans cette saga, c'est les couvertures qui sont vraiment très belles. On passe maintenant à Tropique de la violence de Natacha Pana que j'ai lu sur liseuse. Je suis désolée de vous présenter ça comme ça. J'ai pas le logiciel adapté pour faire apparaître un petit encadré du livre sur le côté comme certains booktubeurs, booktubeuses le font. Il faudrait que j'investisse dans un logiciel de montage, mais pour le moment j'ai pas le temps de m'en occuper. Et Movie Maker, écoutez, me convient parfaitement, hein. C'est le logiciel qui est fourni de base avec Windows, c'est gratuit et ça me convient tout à fait, il est très simple d'utilisation. Donc je verrai plus tard si j'investis dans un logiciel de montage plus performant. En attendant, je vous montre l'image comme ça. Donc c'est un très beau roman, vraiment, qui parle de Moïse. Moïse, c'est un enfant qui va être abandonné quand il va être bébé par sa maman parce qu'il a un œil vert et un autre marron. Et c'est Marie, une infirmière blanche, qui va le recueillir et l'adopter. Malheureusement, Marie, elle va mourir subitement quand Moïse va avoir 14 ans. Et lui qui a vécu une enfance choyée et sécurisée, va se retrouver seul, confronté à la misère et la violence de Mayotte. Parce qu'en fait, le livre, c'est un portrait de Mayotte et de ses immigrés. C'est un livre qui traite de ces immigrés illégaux, de ces mineurs isolés, de ces gens qui ne sont pas expulsables et qui du coup vont vivre dans le ghetto de Gaza de Mayotte. C'est un récit d'autant plus intéressant qu'il faut savoir que l'autrice en fait est partie pendant un séjour à Mayotte, je ne sais plus pendant combien de temps, et elle va partir à la rencontre de ces immigrés dans le ghetto de Gaza. Elle va partir à leur rencontre pour essayer de comprendre ce ghetto à la dérive. L'autrice a vraiment une belle plume, la lecture elle est fluide, les récits sont courts. Alors c'est un livre que j'ai lu sur liseuse, mais je peux déjà vous dire que en faisant une recherche sur internet, le livre papier fait 176 pages, donc c'est un récit court. Ce sera le seul bémol que je donnerai au niveau de ce livre, parce que c'est vraiment un très beau livre. Ça a été le petit bémol, ce court récit, pourquoi j'aurais préféré qu'il soit plus long, parce que c'était vraiment un point de vue, une réflexion sur Mayotte et de sa violence super instructive. Il faut savoir que la construction est faite de cette manière, chaque chapitre un personnage, en sachant qu'il doit y avoir, elle donne la parole je crois à 4-5 persos différents, mais tous très différents. Elle donne la parole à un homme qui fait partie d'une association humanitaire, à ces mineurs violents du ghetto de Mayotte, à Moïse. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que donner la parole à des personnages complètement différents nous permet de recueillir différents points de vue et de nous élargir l'esprit et de plus nous rendre compte de cette violence dans ce ghetto que nous méconnaissons complètement. Donc j'ai trouvé que c'était une construction qui était judicieuse. Donc voilà, mon seul regret sera que le récit soit court, j'aurais voulu qu'il soit plus long. Donc la lecture a été un peu frustrante de ce côté-là, j'aurais voulu qu'elle approfondisse sa réflexion par rapport à la violence et à la misère qui se passe à Mayotte. C'est pas grave, ça reste quand même un très beau roman et ça a été pour moi une très bonne lecture qui amène beaucoup de réflexion. Et voilà, c'en est fini de cette vidéo, j'espère comme d'hab qu'elle vous aura plu.
Pour ma part, j'ai pris plaisir à la tournée. Maintenant que je vous parle, il reste plus que le montage, ça va être assez long et c'est la partie un peu pénible du job. Je n'aime pas les montages vidéo. C'est comme ça fait partie du travail. Et sinon, nous, on se retrouve début juillet pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque du mois de juin. Voilà, passez un bon mois de juin rempli de belles lectures. Ciao, ciao!